Un homme riche monte à bord d'un jet privé avec sa nouvelle petite amie, prêt pour un week-end romantique. Quand il voit enfin qui est aux commandes, il sent son sang se glacer. C'est son ex-petite amie, celle qu'il a abandonnée sans explication. Ce qui se passe ensuite révèle un passé qu'il a tenté d'enfouir. Avant de regarder, aimez, abonnez-vous à la chaîne et indiquez d'où vous venez afin que nous puissions vous proposer encore plus de vidéos. 3 minutes avant le décollage, monsieur, annonça l'hôtesse de l'air tandis que Michael Dawson regardait le technicien effectuer les derniers réglages sur le moteur du jet depuis la fenêtre. À ce moment-là, son téléphone vibra, signalant un message anonyme. Elle est dans le cockpit. Tout comme votre fils. L'homme d'affaires s'étouffa en buvant d'une gorgée de champagne, sentant le liquide lui brûler la gorge. Impossible, marmonna-t-il en regardant Isabelle, qui était en train de retoucher son rouge à lèvres, inconscient du tsunami émotionnel que ces 7 mots avaient déclenché. Ignorant les protestations de l'équipage, Michael se leva d'un bond et courut dans le luxueux couloir. Il poussa la porte du cockpit avec une inutile force, pour se figer à la vue qui allait changer sa vie à jamais. Julia, la femme qu'il avait abandonnée 5 ans auparavant, commandait les manettes avec la même précision qu'elle avait autrefois touché son cœur. Et à côté d'elle, vêtu d'un mini-uniforme de pilote, se trouvait un garçon qui était son reflet miniature parfait. Le temps semblait s'être arrêté à cet instant. Le rugissement des moteurs, les signaux électroniques du panneau de contrôle, tout disparut face au silence assourdissant de cette rencontre impossible. Michael sentit son sang se glacer dans ses veines, tandis que son cerveau luttait pour assimiler la scène qui se déroulait devant lui. « Monsieur, je dois vous demander de retourner à votre siège. Nous sommes en train de décoller. » Julia parlait avec un calme professionnel qui contrastait violemment avec la tempête qui agitait ses yeux verts. Aucun tremblement dans sa voix ne trahissait l'ouragan émotionnel qui la consumait sûrement à l'intérieur. Le garçon se retourna, curieux, ses grands yeux bruns, les mêmes que ceux de Michael, brillants d'innocence et d'enthousiasme. « Bonjour, je m'appelle Léo. Tu aimes les avions? Celui-ci est mon préféré, » dit-il en brandissant une maquette miniature d'un avion. Pour la première fois de sa vie, Michael Dawson, le magnat de l'immobilier connu pour son éloquence en toute situation, était complètement sans voix. « Monsieur, » dit Carla, une hôtesse de l'air qui apparut derrière lui, « je dois insister pour que vous retourniez à votre siège pour le décollage. » « Bien sûr, » murmura-t-il automatiquement, le regard toujours fixé sur le garçon qui souriait innocemment. « Bien sûr. » Trébuchant dans le couloir, Michael retourna à sa place, son corps en pilote automatique tandis que son esprit tournait à toute vitesse. Ses yeux, ce menton, même la façon dont il penchait légèrement la tête. Il n'y avait aucun doute possible. « Chérie, que s'est-il passé? Tu es aussi pâle que si tu avais vu un fantôme. » Isabelle lui toucha le bras, son inquiétude évidente sur son visage parfait. Un fantôme? Oui, c'était exactement ça. Le fantôme de son passé, des décisions prises avec la froideur calculée qui avait toujours guidé sa vie. Le fantôme d'une relation qu'il avait décidé de mettre fin par une simple note, sans se retourner, sans considérer les conséquences au-delà de son propre confort émotionnel. « Ce n'est rien, » mentit-il d'une voix rauque, juste un léger vertige. Le système de communication de l'avion émit un léger bruit avant que la voix contrôlée de Julia ne remplisse la cabine. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Bienvenue à bord. Notre vol vers Fernando de Noronha devrait durer 2h40. Les conditions météorologiques sont parfaites pour voler, avec un ciel dégagé tout au long du trajet. Veuillez garder vos ceintures attachées pendant le décollage. Détendez-vous et passez un excellent vol. » Michael ferma les yeux, chaque mot qu'elle prononçait le transperçait comme des aiguilles. Commandant de bord, bien sûr, elle était devenue pilote. Julia avait toujours été brillante, déterminée, capable de conquérir tout ce qu'elle désirait. Une ingénieure aérospatiale talentueuse. Elle parlait de l'aviation avec passion, même lorsqu'il suggérait avec condescendance que ce n'était qu'un hobby. Le jet accéléra sur la piste, le plaquant contre son siège. Alors que l'avion prenait de l'altitude, Michael sentit son monde parfaitement contrôlé, tombait en chute libre. Qui a envoyé ce message? La question se forma dans son esprit, le poussant à vérifier à nouveau son téléphone. Numéro inconnu, aucune identification. Comment quelqu'un pouvait-il savoir? Comment quelqu'un pouvait-il prédire cette rencontre impossible?
Trinquons à notre week-end, suggéra Isabelle. Déjà remise de son inquiétude passagère, elle versa 2 verres de champagne Dom Pérignon que l'hôtesse de l'air venait d'apporter. Michael acquiesça machinalement, le regard toujours perdu dans le vide, tandis que ses doigts effleuraient le petit objet dans la poche intérieure de sa veste. Les bagues de fiançailles qu'il comptait utiliser pour sceller un avenir qui, en 5 minutes, était devenu terriblement incertain. À nous. Elle leva son verre, les yeux brillants d'anticipation. À 20 ans, Isabelle représentait tout ce qu'il appréciait, la beauté, la jeunesse, l'absence de complications émotionnelles et une admiration presque révérentielle pour sa position et son pouvoir. « À nous », répondit-il automatiquement, le liquide pétillant descendant dans sa gorge sans goût. Pendant l'heure qui suivit, Michael fit semblant de travailler sur sa tablette. Des chiffres et des graphiques dansaient sans signification devant ses yeux, tandis que son esprit reconstituait des fragments du passé. Il se souvenait de sa dernière nuit avec Julia, de leur discussion sur l'engagement, sur la construction de quelque chose de réel ensemble. Il se souvenait de sa propre panique silencieuse à l'idée d'être émotionnellement vulnérable, de sa froide décision de couper tous les liens, de simplement disparaître. Nous rencontrons quelques légères turbulences. La voix de Julia retentit à nouveau dans le système de communication. « Veuillez garder vos ceintures attachées jusqu'à ce que le signal soit éteint. » L'avion trembla légèrement, reflétant le trouble intérieur de Michael. Isabelle lui saisit le bras, sa peur de l'avion soudain visible sur son visage parfaitement maquillé. « Tout va bien », la rassura-t-il machinalement, les mots sonnant creux. Rien n'allait bien, rien n'irait plus jamais bien. Monsieur Dawson, l'hôtesse de l'air, s'approcha discrètement après quelques minutes. Le commandant de bord demande votre présence dans le cockpit si possible. Michael sentit son estomac se nouer. Isabelle haussa les sourcils, intriguée. Depuis quand les pilotes appellent-ils les passagers dans le cockpit pendant les vols? Cela doit être à propos de l'heure d'arrivée, improvisa-t-il en détachant sa ceinture de sécurité. Je reviens dans 1 minute. Chaque pas vers le cockpit semblait durer une éternité. Le couloir luxueux du jet, qui avait toujours représenté son succès et son pouvoir, ressemblait désormais à un tunnel étroit menant à une confrontation inévitable avec les conséquences de ses choix. En entrant dans le cockpit, il ne trouva que Léo qui jouait toujours avec son avion miniature. Le garçon sourit en le voyant. « Ma maman m'a dit d'attendre ici parce qu'elle devait vérifier quelque chose à l'arrière. Tu veux voir ma collection d'avions? » Le garçon ouvrit un petit sac à dos coloré révélant des miniatures soigneusement organisées. Michael s'assit lentement dans le siège du copilote, observant cet enfant, son fils, avec un mélange de fascination et de terreur. Comment était-il possible que ce petit être existe sans qu'il le sache? Comment était-il possible que quelque chose d'aussi important puisse se produire dans un monde qu'il avait toujours cru contrôler complètement? « C'est ton préféré », continua Léo, inconscient du tumulte émotionnel qui agitait l'homme à côté de lui. « C'est un Boeing 787 Dreamliner. Maman a dit qu'un jour nous piloterons un vrai ensemble. Ta maman? Est-elle une bonne pilote? » demanda Michael d'une voix presque inaudible. La meilleure au monde. L'enthousiasme du garçon était contagieux. Elle sait tout sur les avions et elle m'apprend aussi les mathématiques et la physique. Je veux être pilote comme elle quand je serai grand. La porte du cockpit s'ouvrit et Julia revint, croisant brièvement le regard de Michael avant de se replonger dans les instruments. « Léo, chérie, Carla va t'emmener voir le reste de l'avion. »« D'accord, je dois parler à Monsieur Dawson. » Le garçon acquiesça avec enthousiasme, rassembla ses avions et suivit l'hôtesse de l'air. Lorsque la porte se referma, le silence dans le cockpit devint presque palpable. Il ne sait pas. Julia finit par parler, les yeux fixés sur le tableau de bord. Pour lui, son père est un pilote qui travaille sur des lignes internationales et qui ne peut pas être présent. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? » demanda Michael, la voix tremblante d'émotion contenue. « Te dire? » Elle finit par se tourner vers lui, des années de souffrance dans le regard. Pour l'homme qui a disparu en laissant seulement un mot, qui a bloqué mon numéro, qui a demandé à ses employés de me dire qu'il avait déménagé à l'étranger. Michael resta sans réponse. Pour la première fois, il vit l'ampleur de ses actes à travers les yeux de quelqu'un d'autre. « J'ai découvert que j'étais enceinte 3 semaines après ton départ, » continua-t-elle, la voix maîtrisée, professionnelle. « Et j'ai décidé que mon fils méritait mieux qu'un père qui ne voulait pas être retrouvé. »
L'avion fut à nouveau secoué par de nouvelles turbulences, reflétant l'agitation intérieure de Michael. Et cette rencontre est une coïncidence. Mais un léger sourire apparut sur les lèvres de Julia. Crois-tu aux coïncidences, Michael? Dans un monde où il y a des milliers de pilotes et des centaines de compagnies d'aviation d'affaires. Avant qu'il n'ait pu répondre, le panneau émit une alerte demandant l'attention de Julia. Veuillez regagner votre siège. Nous avons un problème technique à résoudre. Et quel genre de problème? L'inquiétude était palpable dans sa voix. Rien dont votre précieuse petite amie mannequin est à s'inquiéter, répondit Julia, laissant transparaître pour la première fois une émotion dans sa voix parfaitement maîtrisée. Juste une panne du système hydraulique secondaire. Nous allons devoir effectuer un atterrissage imprévu pour vérifier. Michael se leva, stupéfait. Où? Casemiro Deo, répondit-elle en ajustant quelques commandes. Une petite ville à l'intérieur de l'État de Rio de Janeiro. Elle dispose d'une bonne piste et d'excellents mécaniciens. En mentionnant le nom de la ville, ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux de Michael, et celui-ci comprit. Ce n'était pas n'importe quelle ville avec une piste adaptée. C'était là où Julia vivait, là où son fils grandissait. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Murmura-t-il, comprenant enfin. Le regard de Julia était indéchiffrable lorsqu'elle répondit. La vie nous offre rarement une seconde chance, Michael. Ce que nous en faisons est notre choix. Alors qu'il retournait à son siège, sentant là où avions commencé une descente en douceur, Michael relut le message mystérieux sur son téléphone. Elle est dans le cockpit, tout comme ton fils. Qui aurait pu le savoir? Qui aurait pu orchestrer cette rencontre impossible? Il regarda Isabelle, distraite par un magazine de mode, complètement inconsciente du séisme émotionnel qui redéfinissait le paysage de sa vie. Les bagues dans sa poche semblaient désormais peser des tonnes, alors que l'avion descendait vers une petite ville qui, il le sentait, allait changer son destin à jamais. Un problème? Demanda Isabelle, remarquant son expression troublée. Changement de programme, répondit-il, d'une voix étrangement calme, compte tenu du chaos intérieur qu'il habitait. Nous allons devoir faire un arrêt technique avant de nous rendre à la station. Le signal d'atterrissage s'alluma et la voix de Julia, professionnelle et maîtrisée, remplit la cabine une dernière fois. Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre procédure de descente vers l'aéroport régional de Casemiro Deo. Pour des raisons techniques, nous allons faire un arrêt imprévu. Nous vous demandons de rester à votre place, ceinture bouclée. Merci de votre compréhension. Michael Dawson, l'homme qui avait bâti un empire immobilier, planifiant chaque mouvement avec une précision millimétrique qui ne laissait jamais rien au hasard. Il se retrouvait désormais complètement à la dérive, descendant vers un avenir qu'il ne pouvait ni prédire ni contrôler. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui avait toujours toutes les réponses était complètement sans voix face à la question la plus importante qu'il ait jamais eu à affronter. Comment être un père pour un fils dont il ignorait l'existence? Le petit aéroport Casemiro Deo n'était guère plus qu'une piste en béton avec un hangar modeste et une salle d'attente de fortune. Lorsque les marches de l'avion furent positionnées et que la porte s'ouvrit, Michael sentit la chaleur humide de l'intérieur de l'État de Rio de Janeiro l'envelopper comme une prémonition. Le soleil implacable de midi se reflétait sur l'asphalte, créant des vagues de chaleur qui déformaient le paysage montagneux en arrière-plan. « Bienvenue à Casemiro Deo », annonça Julia au groupe, sa voix professionnelle et contrastant avec l'intensité de son regard lorsqu'il croisa brièvement celui de Michael. Malheureusement, nous aurons besoin de quelques heures pour effectuer la maintenance. Le problème avec le système hydraulique secondaire nécessite des pièces qui sont en cours d'acheminement depuis Rio. Je vous recommande de profiter de l'occasion pour visiter la ville ou vous reposer à l'hôtel local. L'hôtel local? Isabelle ne put cacher l'horreur dans sa voix, ses yeux scrutant le paysage rural avec un malaise évident. Quel genre d'endroit est-ce donc? Michael regarda le petit Léo descendre les escaliers en sautillant, l'énergie de l'enfant contrastant totalement avec la tension palpable entre les adultes. Le garçon tenait fermement la main de Julia, regardant tout autour de lui avec la curiosité insatiable typique d'un enfant de 5 ans. « Maman, on peut aller voir les avions dans le hangar avant de rentrer à la maison ?» demanda le petit en tirant légèrement sur la manche de son uniforme. « À la maison ?» Ce mot résonna dans l'esprit de Michael. Cet endroit était leur maison. Son fils avait grandi ici,
Moi, il y a ici, loin de lui, se créant des souvenirs dont il ne ferait jamais partie. Nous avons des invités aujourd'hui, chérie, répondit Julia en caressant les cheveux du garçon. Nous devons être de bons hôtes. Monsieur Dawson et la dame vont venir chez nous. L'enthousiasme dans la voix du garçon fit mal au cœur à Michael. Je peux leur montrer ma collection complète d'avions. Avant que Julia n'ait pu répondre, un homme âgé s'approcha, marchant à l'aide d'une canne sculptée. Ses yeux perspicaces examinèrent le groupe pendant un moment avant qu'il n'affiche un sourire chaleureux. Grand-père Carlos, Léo courut vers le vieil homme, qui le souleva avec une force surprenante pour son âge apparent. Voici nos passagers, expliqua Julia, gardant son sang-froid professionnel. Monsieur Michael Dawson et Madame Isabelle Montero. Nous avons un problème technique et nous devrons rester jusqu'à demain. Les yeux du vieil homme Carlos se fixèrent sur Michael avec une intensité déconcertante, comme s'il voyait bien au-delà de la façade raffinée de l'homme d'affaires. Dawson, répéta-t-il lentement, le célèbre homme d'affaires immobilier. Quelle intéressante coïncidence. Pourtant, il n'y avait rien de fortuit dans son ton, et Michael comprit immédiatement que le vieil homme savait exactement qui il était et ce qu'il représentait dans la vie de Julia et Léo. « Eh bien, nous ne pouvons pas laisser nos visiteurs sans hébergement convenable, » continua Carlos. « Notre maison d'hôtes est à votre disposition, même si elle n'est pas aussi luxueuse que les hôtels auxquels vous devez être habitués, » murmura Isabelle à Michael, manifestement mécontente. « J'apprécie l'offre, » répondit Michael, se sentant étrangement vulnérable sous le regard pénétrant du vieil homme. « Mais nous ne voulons pas vous déranger. Il doit y avoir un hôtel en ville. Le seul hôtel est en rénovation. » Carlos sourit, une étincelle d'amusement dans les yeux. « Notre maison d'hôte est petite mais confortable, et elle est proche de l'atelier du mécanicien, ce qui facilitera les choses lorsque les pièces arriveront. » Michael comprit le piège subtilement tendu. Il n'y avait aucune coïncidence. De la panne technique à la seule option d'hébergement disponible. « Grand-père fait le meilleur petit déjeuner du monde », s'exclama Léo en s'accrochant au cou du vieil homme. « Et il y a un lac où l'on peut voir des tortues. » « Il semble que nous n'ayons pas vraiment le choix, » concéda Michael, essayant d'ignorer le regard furieux d'Isabelle. 20 minutes plus tard, une vieille voiture s'arrêta devant une charmante maison coloniale transformée en maison d'hôte. Des jardins bien entretenus encadraient le bâtiment centenaire et le parfum du jasmin emplissait l'air. En arrière-plan, un lac serein reflétait le ciel bleu et des montagnes verdoyantes complétaient le paysage bucolique. « Bienvenue à la maison d'hôte Blue Horizon », annonça Carlos en les conduisant à travers le porche en bois poli. « Nous n'avons que 5 suites, mais elles offrent toute une vue sur le lac ou les montagnes. » L'intérieur était un mélange harmonieux d'antiquité préservée et de confort moderne discrètement intégré. Des photographies en noir et blanc décorant les murs, racontant l'histoire de la région et de la famille. « C'est charmant », commenta Isabelle, clairement déçue, mais essayant d'être polie. Léo tira Michael par la main, le prenant par surprise. « Viens voir ma chambre. Il y a un mur entier avec des avions. » Michael jeta un regard interrogateur à Julia, qui lui fit un léger signe de tête autorisant, lui permettant de suivre le garçon. Le couloir qu'ils empruntèrent était décoré d'autres photos anciennes, dont beaucoup montraient une Julia plus jeune, certaines avec un homme âgé en uniforme de pilote, que Michael supposa être le grand-père de Julia. La chambre de Léo était un rêve miniature d'aviation. Un mur entier avait été transformé en ciel, avec des nuages peints à la main et des dizaines de modèles réduits d'avions suspendus à différentes altitudes. Un lit en forme de cockpit dominait le centre et des étagères exposaient des livres pour enfants sur l'aviation, dont beaucoup en anglais et en espagnol. « C'est moi quand je serai grand », dit Léo en montrant une affiche représentant un pilote devant un Boeing 747. « Je vais voler partout dans le monde, comme mon papa. » Michael sentit son cœur s'arrêter de battre. « Ton papa? C'est un pilote international, » répondit Léo avec une fierté innocente. « Maman dit qu'il vole si loin et si longtemps qu'il ne peut pas venir nous rendre visite. Mais un jour, quand je serai pilote moi aussi, je le retrouverai dans le ciel. » La simplicité de l'explication, la pureté de l'espoir dans les yeux du garçon frappèrent Michael comme un coup de poing. Quel genre d'homme était-il devenu pour que Julia ait besoin d'inventer cette histoire? Quel genre d'homme serait-il désormais face à cette révélation? « Je n'en doute pas, » parvint-il à dire d'une voix tremblante. Léo Julia apparut à la porte, le regard prudent.
C'est l'heure de déjeuner, chérie. Va te laver les mains. Le garçon sortit en courant, laissant Michael et Julia seuls dans la pièce remplie de rêves d'enfance. Tu lui as dit que son père était pilote, murmura Michael. Ce n'était pas une accusation, mais une observation douloureuse. Cela semblait approprié, répondit-elle en croisant les bras de manière défensive. Il aime les avions depuis qu'il est petit. Cela doit être dans le sang. Julia, je ne... l'interrompit-elle d'une voix basse mais ferme. Pas ici. Pas maintenant. Nous avons un déjeuner à survivre avec votre fils et votre petit ami à la même table. Un drame à la fois, Michael. Elle avait raison, comme toujours. Julia avait toujours été la plus sensée, celle qui réfléchissait à 3 coups à l'avance alors qu'il se contentait de réagir. Le déjeuner était servi sur la véranda arrière donnant sur le lac. La table était dressée avec une élégance simple, une nappe en laine, de la vieille porcelaine, des couverts en argent poli. Carlos présidait à la tête de la table avec Léo à ses côtés. Julia était assise à côté de son fils, tandis que Michael et Isabelle occupaient le côté opposé. « J'espère que vous aimez la cuisine maison », commenta Carlos alors qu'une femme d'âge moyen servait une soupe de légumes fumantes. « Melia est notre cuisinière depuis 30 ans. »« C'est délicieux », commenta Michael sincèrement après la première cuillerée, se surprenant lui-même. À quand remontait la dernière fois où il avait apprécié quelque chose d'aussi simple qu'une soupe maison? Alors, M. Dawson, Carlos entama la conversation après quelques minutes de silence gênant. Comment avez-vous rencontré notre Julia? Michael faillit s'étouffer avec son pain, tandis qu'Isabelle haussa les sourcils, clairement intéressée par la réponse. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement consacré à l'ingénierie aérospatiale. Julia répondit rapidement. Monsieur Dawson investissait dans un projet d'aéroport privé. Ah oui. Carlos sourit, peu convaincu par cette demi-vérité. Et vous vous retrouvez des années plus tard. Le destin est curieux. Croyez-vous au destin? Demanda Isabelle, essayant de participer à la conversation. Je crois aux conséquences, répondit le vieil homme, les yeux fixés sur Michael. Chaque choix que nous faisons crée des vagues qui finissent par revenir vers nous. Peu de distance que nous parcourons pour les éviter. Le silence qui s'ensuivit ne fut interrompu que par le cliquetis des couverts et la voix occasionnelle de Léo, inconscient de la tension entre les adultes, qui racontait avec animation sa journée à l'école. Après le dessert, un pudding à la citrouille et à la cannelle, que Michael fut surpris d'apprécier. Carlos suggéra qu'il se repose un peu avant le dîner. Les desserts sont prêts. J'imagine que vous êtes fatigué par le voyage. En fait, Isabelle se leva gracieusement. J'aimerais beaucoup voir un peu la ville. Michael, cela vous dérangerait-il de m'accompagner? Avant qu'il n'ait pu répondre, Léo intervint avec enthousiasme. Puis-je vous faire visiter la ville? Je connais tous les endroits sympas. Le regard paniqué que Michael lança à Julia fut accueilli par un léger sourire provocateur. Ce serait instructif pour Léo de servir de guide. Elle fit cette remarque avec désinvolture. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. Michael commença à regarder Isabelle, qui n'était clairement pas enthousiaste à cette idée. Je vais venir avec vous, décida Julia. Il y a des endroits que Léo ne connaît pas encore bien. Nous pouvons leur montrer le belvédère et l'église historique. La petite excursion à travers la ville rurale devint un étrange voyage émotionnel pour Michael. Voir Léo courir devant, montrant avec enthousiasme des détails que seul un enfant remarquerait, tandis que Julia marchait silencieusement à ses côtés, créait une illusion troublante d'une vie de famille qui n'avait jamais existé. Isabelle, remarquant cette étrange dynamique, prit subtilement ses distances, feignant de s'intéresser aux vitrines des petites boutiques d'artisanat. « Il est extraordinaire », commenta Michael à voix basse, en regardant Léo expliquer à une Isabelle visiblement mal à l'aise comment fonctionnaient les vieilles horloges du clocher de l'église. « Il l'est », acquiesça Julia. « Malgré toi. » La dureté des mots contrastait avec la douceur de sa voix. « Julia, je ne savais pas. Cela aurait-il changé quelque chose? » Elle l'interrompit, le regardant enfin directement. « Si tu avais su que j'étais enceinte quand tu as décidé de laisser seulement un mot et de disparaître. » La question flottait entre eux, lourde comme l'air humide avant un orage. Michael voulait dire oui, qu'il ne serait jamais parti s'il avait su. Mais la vérité était beaucoup plus complexe. L'homme qu'il était il y a 5 ans serait-il resté? Ou aurait-il simplement offert un soutien financier en conservant la distance émotionnelle qu'il avait toujours chérie? « Je ne sais pas », répondit-il honnêtement.
J'étais une personne différente à l'époque. Et qui es-tu maintenant, Michael? La question était presque un murmure. L'homme qui va demander la main du mannequin ou l'homme qui vient d'apprendre qu'il a un fils. Avant qu'il puisse répondre, Léo revint en courant, tenant quelque chose dans ses mains. Regarde ce que j'ai trouvé, maman. Un avion en bois. L'homme du magasin a dit qu'il était fait à la main. Il est magnifique, mon chéri. Julia sourit en caressant les cheveux de son fils. Je peux, maman? Bien sûr. Le garçon avait l'air plein d'espoir, ayant clairement discuté de quelque chose avec l'artisan du magasin. D'accord, mais juste un instant. Léo se tourna vers Michael, lui tendant le petit avion en bois. Tu veux le tenir? L'homme dit, cela porte chance quand on le donne à quelqu'un de spécial pour qu'il le touche en premier. Le monde sembla s'arrêter lorsque Michael reçut le cadeau des petites mains. Une chose aussi simple, un jouet en bois, portait soudainement le poids de tous les choix qu'il avait faits et de tous ceux qu'il devait encore faire. C'est très spécial, parvint-il à dire, la voix chargée d'émotion. Merci, Léo. Au loin, Isabelle observait la scène, une expression calculatrice remplaçant progressivement son malaise initial. La nuit tomba sur Casimiro de Abrao avec une rapidité typique des petites villes. Le dîner à la maison d'hôte fut servi à la lueur des bougies dans le jardin, sous un ciel étoilé, dont Michael se souvenait à peine de la dernière fois où il l'avait apprécié. Après le dîner, pendant que Léo était mis au lit, les adultes se réunirent dans le salon. Carlos servit une boisson ambrée dans de petits verres en cristal. De la cachaça maison, expliqua-t-il, vieillie dans des fûts de chêne pendant 20 ans, parfaite pour les conversations difficiles. Isabelle regarda sa montre, un modèle discret mais visiblement coûteux. « Je pense que je vais me coucher », annonça-t-elle en jetant un regard significatif à Michael. Cette journée a été inattendue. Lorsqu'elle quitta la pièce, Carlos se leva également. « Je crois que vous deux avez beaucoup à discuter », dit-il, ses yeux sages passant de Michael à Julia. « N'oubliez pas que certaines structures, une fois brisées, ne peuvent jamais être reconstruites exactement comme elles étaient. Mais parfois, ce qui est construit à leur place est plus solide, plus vrai. » Sur ces mots énigmatiques, le vieil homme se retira, les laissant seuls avec le silence pesant et le doux parfum du cacassa. « Pourquoi maintenant ?» demanda finalement Michael. Après 5 ans, Julia fit tournoyer le liquide dans son verre, observant la lumière de la bougie se refléter dans les facettes du cristal. « Ce n'était pas mon idée, » admit-elle. « Mais quand l'occasion s'est présentée, je n'ai pas pu refuser. » « Quelle occasion? »« Ta mère. » Julia croisa son regard, la révélation suspendue entre eux comme de la fumée. « Elle m'a trouvé il y a 6 mois. » Michael sentit son sang se glacer. « Ma mère? Comment? » ?»« Des détectives privés. Apparemment, elle a toujours soupçonné que tu avais peut-être un enfant quelque part. Elle a dit que tu suivais un schéma prévisible. Une implication intense suivie d'une fuite abrupte lorsque les choses devenaient trop profondes émotionnellement. La description de son comportement était frappante de précision. C'était exactement ce qu'il avait fait avec Julia et avec d'autres avant elle. Et Isabelle fait-elle également partie de ce plan? Le sourire de Julia était triste, presque compatissant, au moment que ta petite amie est Amanda Vidal, une détective privée engagée par ta mère il y a plus d'1 an. Elle n'est pas mannequin international, Michael. Elle est diplômée en droit et spécialisée dans la localisation de personnes et l'établissement de profils comportementaux. Le choc de cette révélation fut comme un coup physique. Michael se leva brusquement, l'esprit tourmenté par les implications. 2 ans de relation, tous ces moments intimes, ces confidences échangées, tout cela faisait partie d'un piège élaboré. « Je n'y crois pas, » murmura-t-il, même si au fond de lui, il savait que c'était vrai. Cela expliquait le message mystérieux, la sérénité calculée d'Isabelle, ou plutôt d'Amanda, face aux situations étranges de la journée. « Pourquoi ma mère ferait-elle cela ?» demanda-t-il d'une voix empreinte d'émotion contenue. Julia répondit doucement. « C'est une question que tu devras lui poser. Elle sera là demain. » Le lever du soleil à Casimiro de Arao apporta une symphonie de sons dont Michael avait oublié l'existence. Le chant des oiseaux, le doux bruissement du vent dans les feuilles, le lointain meuglement du bétail dans les fermes voisines. Assis sous le porche de la maison d'hôte, une tasse de café fort entre les mains, l'homme d'affaires regardait les premiers rayons du soleil peindre le lac d'or tandis que son esprit assimilait les révélations de la nuit précédente. Isabelle, ou plutôt Amanda,
n'était pas dans sa chambre lorsqu'il revint. Sa première impulsion fut d'appeler son avocat, d'engager une procédure judiciaire contre cette atteinte à la vie privée, cette manipulation élaborée. Mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être le vieil homme Kachassa, peut-être le regard sincère de Julia, ou peut-être, juste peut-être, le poids d'une responsabilité qui commençait à prendre forme dans son esprit. Tu as toujours été un lève-tôt. La voix de sa mère le fit sursauter, le faisant presque renverser son café. À 6 ans, Catherine Dawson conservait l'art, l'élégance discrète et la posture impeccable qui l'avait toujours caractérisée, habillée avec une simplicité qui respirait toujours la sophistication. Elle s'assit dans le fauteuil à côté de son fils, ses yeux, les mêmes yeux bruns dont il avait hérité, l'étudiant avec cette intensité familière. « Maman !» parvint à dire Michael. La surprise laissa place à la confusion puis à l'irritation. « Tu as beaucoup à expliquer. » En effet, acquiesça-t-elle calmement, et se servant d'une tasse de café à partir du thermos posé sur la table rustique, tout comme toi. Et le silence entre eux s'étira pendant quelques instants, seulement rempli par les sons de la nature qui s'éveillaient. Michael lutta pour organiser ses pensées, pour formuler les bonnes questions, à comprendre comment sa propre mère, la femme qui avait toujours respecté son espace, ses décisions, son indépendance, avait orchestré une intervention aussi élaborée dans sa vie. Pourquoi était tout ce qu'il pouvait finalement demander? Catherine prit une profonde inspiration, ses yeux perdus dans le paysage pendant un moment avant de revenir vers son fils. « Parce que tu deviens ton père. » Elle répondit avec une douceur qui ne diminuait pas la force des mots. « Et je me suis promis, lorsque je t'ai tenu dans mes bras pour la première fois, que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour empêcher que cela n'arrive. » La mention de son père fit déraisir Michael. Arthur Dawson avait été un homme d'affaires impitoyable qui avait bâti un empire au prix de relations détruites, notamment son mariage et sa relation avec son fils. Il était mort seul dans son luxueux penthouse, entouré de richesses et dépourvu de véritables relations. « Je ne suis pas comme lui », protesta Michael d'une voix basse mais ferme. « Non », répondit Catherine en haussant un sourcil. « Combien de relations as-tu rompues dès les premiers signes d'engagement émotionnel? Combien de fois as-tu abandonné des personnes qui tenaient à toi parce que c'était plus facile que d'affronter ta propre vulnérabilité? Ton père a fait exactement la même chose, Michael. La différence, c'est qu'il m'avait, moi, pour réparer ses erreurs. » Ces mots frappèrent Michael comme des pierres lancées avec précision. Chacun d'entre eux révélait une vérité qu'il avait passée des années à nier. « Et qui a réparé mes dégâts ?» demanda-t-il, craignant la réponse. « Personne », répondit simplement Catherine. Julia a refusé tout contact, toute aide. Quand j'ai finalement découvert l'existence de Léo grâce à des enquêteurs que j'avais engagés par pure intuition maternelle, elle avait déjà reconstruit sa vie ici. Comment? Comment va-t-elle maintenant? La question échappa à Michael avant qu'il ne puisse la retenir. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Catherine. Extraordinaire. Elle a mis à profit sa formation d'ingénieur pour se spécialiser dans l'aviation. Elle travaille pour 3 entreprises différentes. Elle vole vers des destinations internationales. Elle a élevé seule son fils. Elle s'est bâtie une réputation irréprochable et a pourtant trouvé le temps de s'impliquer activement dans cette communauté. La fierté dans la voix de sa mère lorsqu'elle parlait de Julia était indéniable. Et Michael ressentit une pointe de jalousie, non pas envers l'admiration pour Julia, mais envers la force de caractère qu'il n'avait lui-même jamais été capable de démontrer. Et maintenant, il demanda, en posant la tasse vide sur la table, « Qu'est-ce que tu espères qu'il se passe? Que j'abandonne ma vie, mes affaires, et que je déménage dans cette petite ville pour jouer à la famille heureuse? » Le regard que Catherine lança à son fils était un mélange de déception et d'espoir obstiné. « J'attends de toi que pour la première fois de ta vie, tu affrontes les conséquences de tes choix au lieu de les fuir. Que tu apprennes à connaître ton fils, non pas parce que tu y es obligé, mais parce qu'il mérite d'être connu. Et peut-être, juste peut-être, que tu apprennes qu'il y a des choses plus précieuses dans cette vie que les fusions d'entreprises et les bénéfices trimestriels. » Avant que Michael n'ait le temps de répondre, le bruit des pas d'enfant interrompit la conversation. Léo apparut sur le porche, toujours en pyjama, se frottant les yeux encore endormis. « Bonjour » murmura-t-il, puis il se figea en voyant Catherine. Ses yeux s'écarquillèrent, la somnolence laissant instantanément place à une curiosité débordante.
Vous êtes la dame du portrait. Catherine sourit, véritablement surprise. Portrait? Dans le bureau de grand-père Carlos, expliqua Léo en s'approchant prudemment. Il y a une photo de vous avec lui qui date de très longtemps. Grand-père a dit que vous étiez une grande amie de la famille. Michael regarda sa mère, perplexe. Catherine semblait tout aussi surprise par la mention du portrait, mais elle retrouva rapidement son sang-froid. Oui, j'ai rencontré votre grand-père il y a de nombreuses années, confirma-t-elle, avant même que tu sois né. Léo observa Catherine avec une intensité presque comique, son petit front plissé par la concentration. Tu lui ressembles, déclara-t-il finalement en désignant Michael. C'est ma mère, expliqua Michael. Ces mots lui semblaient étranges à ses propres oreilles. Ça fait d'elle ta grand-mère? Les yeux de Léo s'illuminèrent lorsqu'il comprit. Tu es ma grand-mère? Catherine jeta un rapide coup d'œil à Michael avant d'acquiescer. Oui, mon chéri, je suis ta grand-mère. Ce qui se passa ensuite prit Michael complètement par surprise. Léo se jeta dans les bras de Catherine avec un abandon total, la serrant contre lui comme s'il avait retrouvé un trésor perdu. « J'ai une grand-mère », s'exclama-t-il, la joie pure dans sa voix faisant quelque chose se briser dans la poitrine de Michael. « Attends que je le dise à Peter à l'école. Il a 3 grandes-mères, mais sa grand-mère n'est pas aussi jolie que toi. » Catherine rit, serrant son petit-fils dans ses bras avec un naturel qui fit comprendre à Michael que ce n'était pas leur première rencontre. Cette pensée aurait dû le mettre en colère. Une autre manipulation, un autre secret, mais au lieu de cela, il ne ressentit qu'une profonde tristesse pour les moments qu'il avait manqués. Les premiers mots, les premiers pas, les premiers sourires dont il n'avait jamais été témoin. « Tu as déjà pris ton petit déjeuner, champion ?» demanda Catherine en s'écartant suffisamment pour regarder le visage animé de son petit-fils. « Pas encore, répondit maman. Je peux boire du chocolat chaud aujourd'hui parce que c'est un jour spécial. Et quel est ce jour spécial? Michael ne put s'empêcher de demander. Léo le regarda comme si la réponse était évidente. C'est le jour des visiteurs importants, dit grand-père Carlos. Les gens qui viennent de loin méritent du chocolat chaud. La simplicité de la logique de l'enfant fit sourire Michael involontairement. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans la façon dont les enfants voyaient le monde, sans les couches de complexité que les adultes ajoutaient à tout. Léo, chéri. La voix de Julia retentit depuis la porte du porche. Ne dérange pas les invités si tôt. Je ne les dérange pas, protesta le garçon. Je vais retrouver ma grand-mère. Julia se figea, ses yeux rencontrant ceux de Catherine dans un dialogue silencieux que Michael ne pouvait déchiffrer. Il y avait là une histoire plus profonde qu'il ne l'avait imaginée au départ. « Bonjour, Catherine, dit finalement Julia en s'approchant. Je ne savais pas que tu arriverais si tôt. Le premier vol, répondit simplement Catherine. Carlos est venu me chercher à l'aéroport. Une autre pièce du puzzle. Carlos, le grand-père de Julia, était clairement impliqué dans cette conspiration familiale. Plus Michael en découvrait, plus il réalisait à quel point le réseau tissé autour de lui était complexe. « Léo, va t'habiller pour le petit déjeuner, demanda Julia gentiment. Ensuite, tu pourras montrer à Catherine ton nouveau modèle d'aéroport. » Le garçon acquiesça avec enthousiasme avant de courir à l'intérieur, laissant les 3 adultes dans un silence lourd de tensions non résolues. « Depuis combien de temps connaissez-vous ma mère exactement? » demanda finalement Michael à Julia. « Personnellement, depuis 6 mois, répondit-elle en s'asseyant à table. Mais par correspondance depuis près de 3 ans. Par correspondance. » Michael regarda Catherine avec incrédulité. À l'ère numérique, sa mère haussa les épaules avec élégance. Certaines conversations sont trop sacrées pour être confiées à des emails qui peuvent être piratés ou à des messages qui peuvent être espionnés. Et il y a quelque chose dans l'écriture manuscrite qui force la sincérité. Tu ne trouves pas? Avant que Michael n'ait pu assimiler cette nouvelle information, Amanda, la fausse Isabelle, apparut sous le porche, vêtue de vêtements pratiques qui contrastaient fortement avec le style sophistiqué qu'elle avait maintenu pendant les 2 années de sa relation avec Michael. « Bonjour à tous », salua-t-elle, avec un accent subtilement différent de celui auquel Michael était habitué. « J'imagine qu'il est temps pour nous d'abandonner les simulacres. » Michael se leva brusquement. « 2 ans, Amanda. 2 ans de mensonges. Je préfère considérer cela comme 2 années de recherche approfondie. » Elle répondit calmement. « Et crois-moi, Michael, j'ai appris bien plus sur toi que ce que j'avais besoin de révéler à ta mère. Pourquoi?
La question s'adressait à tout le monde et à personne en particulier. Pourquoi cette mise en scène élaborée? Pourquoi ne pas simplement me parler de Léo? Nous avons essayé, répondit Julia doucement. Au cours des premiers mois qui ont suivi la découverte de ma grossesse, j'ai envoyé des dizaines d'emails, laissé d'innombrables messages, tous bloqués, tous ignorés. Et quand je t'ai enfin trouvé, Catherine a poursuivi, tu étais tellement immergé dans ton univers professionnel, tellement convaincu de ton propre récit, que toute mention de tes responsabilités passées était immédiatement rejetée. Nous avions besoin que vous voyiez, a ajouté Amanda. Pas seulement en entendre parler, pas seulement le savoir intellectuellement, mais voir votre fils, ressentir sa réalité, comprendre ce que vous manquiez avant qu'il ne soit trop tard. Michael s'est rassis, stupéfait par la sincérité brutale de ces trois femmes qui, chacune à leur manière, avaient conspiré pour le confronter à la vérité qu'il avait passé des années à éviter. « Et que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il, d'une voix plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais laissé entendre en public. « Cela, répondit Julia, dépend entièrement de vous. Pas de l'Empire Dawson, ni du PDG irréprochable. Pas de l'homme qui a construit des gratte-ciels et des complexes hôteliers exclusifs. Cela dépend de Michael, l'homme, le père, la personne que vous choisissez d'être à partir d'aujourd'hui. » Le silence qui suivit fut interrompu par l'arrivée de Carlos, portant un plateau avec des gâteaux faits maison et du café frais. Le vieil homme évalua la scène d'un regard perspicace avant de sourire. « Je vois que les présentations officielles ont été faites, » commenta-t-il avec désinvolture. « Excellent! Je déteste les secrets au petit déjeuner. Ils nuisent à la digestion. » Cette remarque, si banale au milieu de l'intensité émotionnelle du moment, provoqua des rires réticents autour de la table, apaisant momentanément la tension. « Catherine, continua Carlos, assis à la tête de la table. Léo est impatient de vous montrer sa collection. Je crois qu'il a hérité du sens technique de son grand-père. » Cette mention désinvolte de la relation fit lever les yeux à Michael. « Vous étiez pilote, se souvint-il, en reliant les points. » Sur les photos dans le couloir, Carlos acquiesça. Une carrière de 42 ans. J'ai commencé dans de petits avions cargo et j'ai fini par commander des Boeing 747 à 47 pour Varig. La passion pour l'aviation est dans la famille depuis 3 générations maintenant. 4. Catherine corrigea doucement. Le père de Michael était également fasciné par l'aviation, même s'il n'a jamais poursuivi de carrière dans ce domaine. Une autre révélation inattendue. Michael regarda sa mère perplexe. Papa parlait rarement de choses qu'il ne pouvait pas contrôler complètement. Catherine répondit. « Et le ciel, Michael? Le ciel ne peut jamais être vraiment contrôlé. Il ne peut qu'être respecté, compris, parcouru avec humilité. » L'analogie ne passa pas d'inaperçu. Michael entrevit pour la première fois la possibilité que sa vie, si soigneusement planifiée, si rigoureusement contrôlée, puisse manquer précisément de ce qui la rendrait significative. La capacité de s'adapter à l'imprévu, de naviguer dans l'incontrôlable, de trouver la beauté dans l'imprévisible. Léo revint à ce moment-là, désormais entièrement habillé et débordant d'énergie. « Grand-mère, tu viens de voir ma collection maintenant? Il y a un avion exactement comme celui dans lequel M. Michael est arrivé. C'est un Gulfstream G150. » Michael regarda son fils, avec un regard nouveau. Ce petit être qu'il n'avait pas aidé à élever, qu'il ne connaissait pas jusqu'à hier, avait déjà absorbé des connaissances sur l'aviation que beaucoup d'adultes ne possédaient pas. La précision technique, le souci du détail, la passion pour le savoir étaient un des traits qu'il reconnaissait en lui-même, bien qu'orientés vers des domaines différents. « Pourquoi ne pas y aller tous ensemble ?» suggéra-t-il, se surprenant lui-même. « J'aimerais aussi voir ta collection, Léo. » Et le sourire qui illumina le visage du garçon était comme un rayon de soleil perçant les nuages épais. Lumineux, inattendu, transformateur. Pendant un bref instant, Michael entrevit ce qui aurait pu être, et peut-être ce qui pourrait encore être. Alors qu'il suivait Léo dans le couloir de la maison d'hôte, Julia s'approcha de Michael, parlant suffisamment bas pour que lui seul puisse l'entendre. « Il a ton sourire, » commenta-t-elle, « et ton entêtement. » Il n'y avait aucune amertume dans ces mots, juste une simple constatation de faits biologiques indéniables. Michael acquiesça, incapable de trouver les mots adéquats pour le moment. La visite dans la chambre de Léo se transforma en une leçon improvisée sur l'aviation, le garçon faisant preuve de connaissances surprenantes pour son âge. À chaque explication enthousiaste,
À chaque démonstration méticuleuse, Michael sentit quelque chose d'inconnu grandir dans sa poitrine, un mélange de fierté, d'admiration et de tristesse pour les années perdues. Les heures se transformèrent en jours, la supposée panne technique du jet se prolongeant opportunément. Michael découvrit que son téléphone ne captait mystérieusement pas un signal suffisant pour les vidéoconférences, le limitant à de brefs emails et SMS à son équipe. L'Empire Dawson continuerait de fonctionner sans sa présence constante, une prise de conscience à la fois libératrice et dérangeante pour un homme qui s'était toujours cru indispensable. L'après-midi du troisième jour, Michael se retrouva assis au bord du lac, regardant Léo nourrir les canards avec des morceaux de pain rassis. À côté du garçon, Catherine riait à quelque chose qu'il avait dit, les yeux brillants d'une joie que Michael avait rarement vue. « Il a complètement conquis ma mère », commenta-t-il lorsque Julia s'approcha, apportant un plateau avec de la limonade fraîche. « Léo a cet effet sur les gens », répondit-elle en s'asseyant sur le banc rustique à côté de lui. « C'est comme s'il pouvait voir directement à travers les couches que nous avons construites au fil des ans. » Michel acquiesça, observant son fils. C'était encore étrange de le voir ainsi courir après un canard particulièrement audacieux qui essayait de lui voler le pain directement des mains. « Est-ce qu'il sait ?» demanda-t-il enfin, posant la question qui le taraudait depuis des jours. « À propos de moi, je veux dire. » Julia but une gorgée de limonade, les yeux fixés sur la scène devant elle. Il sait que son père est quelqu'un qui n'a pas pu être présent, qui travaille loin, qui un jour pourra faire partie de sa vie. De doux mensonges, murmura Michael. Des vérités adaptées, corrigea Julia. Léo est encore trop jeune pour comprendre l'abandon ou le rejet. Quand il sera plus âgé, si tu décides de faire partie de sa vie, il comprendra que les gens font des erreurs, apprennent et grandissent. Et si je ne fais pas ce choix, la question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Julia se tourna vers lui, ses yeux vers l'étudiant intensément. « Alors je continuerai à élever notre fils pour qu'il devienne un homme meilleur que son père. Un homme qui assume ses responsabilités au lieu de les fuir. » La dureté des mots contrastait avec la douceur de sa voix, les rendant encore plus percutants. Michael réalisa que malgré tout, Julia ne le détestait pas. Elle le voyait simplement avec une clarté absolue, sans les illusions qu'il avait cultivées à son sujet pendant si longtemps. « Pourquoi l'aviation ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « De toutes les carrières que tu aurais pu poursuivre avec ton intelligence, pourquoi as-tu choisi celle qui te maintient constamment en mouvement? » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Peut-être parce que dans le ciel, Michael, il n'y a aucun moyen d'avoir un contrôle absolu. Tu peux avoir la meilleure formation, les avions les plus avancés, la planification la plus méticuleuse, mais tu seras toujours à la merci d'éléments que tu ne peux pas maîtriser. Le vent, les courants aériens, les changements météorologiques soudains. Et cela te libère. C'est honnête, répondit-elle simplement. Et après avoir vécu pendant des années dans l'illusion de la sécurité à tes côtés, j'ai découvert que je préférais 1000 fois l'honnêteté de l'incertitude à la fausse sécurité des promesses vides. Michael ressentit l'impact de ces mots comme un coup physique. C'était vrai. Il avait construit des relations basées sur des promesses implicites qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir, sur des attentes qu'il avait alimentées sans jamais tenir compte de leur coût émotionnel pour les autres. Avant qu'il n'ait pu répondre, Léo accourut vers eux, le visage illuminé par un sourire radieux. « Regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-il en ouvrant ses petites mains pour révéler une petite tortue. Grand-père Carlos a dit « C'est un bébé tortue tigré. On peut lui construire une petite maison dans le lac? » Michael regarda Julia, ne sachant pas comment répondre. Elle hocha légèrement de la tête, lui donnant silencieusement la permission de participer à ce moment. « Je pense que la petite tortue a déjà une maison, » répondit-il, se surprenant lui-même par le naturel de sa voix. « Le lac tout entier est sa maison. Si nous l'emmenons ailleurs, sa famille pourrait lui manquer. » Le visage de Léo s'assombrit tandis qu'il réfléchissait à ces mots. « Tout comme ta famille t'a manqué quand tu es parti travailler loin. » Cette question innocente frappa Michael avec une force inattendue. Comment expliquer à un enfant qu'il avait délibérément choisi la distance plutôt que la connexion? Que travailler loin était une histoire inventée pour adoucir une vérité bien plus douloureuse. « Parfois, répondit-il prudemment, les adultes font des erreurs. Ils pensent qu'ils font ce qu'il faut, mais ensuite ils se rendent compte qu'ils ont perdu des choses importantes en cours de route. » Léo scruta son visage avec une intensité surprenante pour un enfant aussi petit.
Comme quoi? Comme rencontrer des gens merveilleux? Michael répondit honnêtement. Comme toi, le sourire revint sur le visage du garçon. Tu peux venir nous rendre visite quand tu veux. Nous avons une chambre d'amis et grand-père Carlos fait des crêpes le dimanche. La simplicité de l'offre, la générosité sans complication, ont fait craquer quelque chose dans la poitrine de Michael. Comment ce petit être, qui n'avait jamais rien reçu de lui, pouvait-il offrir si librement ce qu'il avait? Merci, Léo, parvint-il à dire en caressant les cheveux du garçon. C'est très gentil. Après avoir soigneusement relâché la tortue dans l'eau, Léo courut rejoindre Catherine, qui l'attendait avec un mystérieux paquet qui ressemblait étrangement à un kit de maquette d'avion. Il est extraordinaire, commenta Michael en regardant son fils s'éloigner. Oui, c'est vrai, Julia acquiesça. Malgré tout, le silence qui suivit fut interrompu par l'arrivée d'Amanda, désormais vêtue de vêtements pratiques qui contrastaient fortement avec la garde-robe sophistiquée qu'elle avait conservée en tant qu'Isabelle. Des nouvelles sont arrivées de Rio, annonça-t-elle en s'asseyant avec eux. Les pièces pour l'avion ont enfin été localisées. Elles seront là demain après-midi. Michael haussa un sourcil. Avez-vous finalement décidé de mettre fin à notre petite intervention familiale? Amanda sourit sans humour. Mon travail est terminé, Michael. Ce que vous faites des informations que vous avez obtenues ne dépend que de vous. Et quel choix est-ce exactement? Demanda-t-il, l'irritation grandissant dans sa voix. Abandonner la vie que j'ai construite pour devenir un père de week-end ou simplement signer de généreux chèques de pension alimentaire et continuer comme si de rien n'était? Julia se leva brusquement. C'est une conversation à laquelle je préfère ne pas assister. Excusez-moi. Alors qu'elle s'éloignait, Amanda la regarda d'un air pensif avant de se tourner vers Michael. Savez-vous quelle a été la partie la plus difficile de mon travail ces 2 dernières années? Demanda-t-elle de manière rhétorique. Ce n'était pas de faire semblant de m'intéresser à vos interminables histoires d'affaires ou de participer à des événements d'entreprise ennuyeux. C'était de voir un homme intelligent et compétent mener une vie complètement vide sans même s'en rendre compte. Vide, répéta Michael indigné. J'ai bâti un empire qui emploie des milliers de personnes. J'ai transformé des quartiers entiers. J'ai révolutionné le marché immobilier de luxe du pays. Et quand tu rentres dans ton penthouse à 50 millions de dollars le soir, qui est là pour écouter le récit de ta journée? Demanda Amanda doucement. Quand tu reçois un prix, qui célèbre sincèrement ton succès? Quand vous tombez malade, qui vous tient la main? Les questions restèrent en suspens entre eux, d'une précision inconfortable. Michael détourna le regard, incapable de supporter l'intensité dans les yeux d'Amanda. Ta mère n'a pas fait cela par cruauté, Michael. Elle a continué, elle l'a fait par amour. Car elle a vu son propre mari suivre le même chemin et finir seul malgré toute sa richesse et son pouvoir. Que sais-tu de mon père? Demanda Michael sur la défensive. Je sais qu'il avait aussi un fils qu'il n'a pas reconnu, répondit Amanda calmement. Un fils qui a grandi sans connaître ses véritables origines jusqu'à ce qu'une maladie génétique rare révèle la vérité. Michael sentit son sang se glacer dans ses veines. « De quoi parles-tu? » demanda ta mère. Amanda se leva. « Certaines histoires ne m'appartiennent pas. » Elle s'éloigna, laissant Michael avec plus de questions que de réponses. Un schéma qui semblait définir ses journées dans cette petite ville. Ce soir-là, la maison d'hôte organisait un dîner spécial dans le jardin, illuminé par des lanternes colorées suspendues aux arbres. Une longue table avait été dressée, recouverte d'une nappe en lin blanc et décorée de fleurs sauvages dans des vases rustiques. La nourriture, simple mais délicieuse, était servie sur des plateaux en céramique artisanale, accompagnée de vin rouge produit dans un domaine viticole voisin. Léo a été autorisé à rester debout après son heure habituelle de coucher, participant au repas avec les adultes, bien que son énergie ait clairement commencé à décliner au fur et à mesure que la nuit avançait. Finalement, il s'endormit sur les genoux de Julia, qui continua à participer à la conversation, tout en caressant doucement les cheveux de son fils. « Il est temps de le mettre au lit, » murmura-t-elle, essayant de se lever sans réveiller le garçon. « Je peux t'aider ?» proposa Michael impulsivement. Julia hésita un instant avant d'acquiescer. Avec précaution, Michael prit Léo dans ses bras, surpris par le poids du petit corps. Un poids réconfortant qui semblait combler un vide dans sa poitrine dont il ignorait l'existence. Suivant Julia dans le couloir, il entra dans la chambre du garçon.
Désormais familière après des jours passés à voir sa collection d'avions et à écouter d'innombrables histoires sur des pilotes célèbres et des avions extraordinaires. Avec une tendresse qu'il ne se connaissait pas, Michael allongea Léo sur le lit en forme de cockpit. Le garçon remua légèrement, mais ne se réveilla pas lorsque Julia lui retira délicatement ses chaussures et le couvrit d'une couette décorée de nuages et de plaines. « Est-ce qu'il dort toujours comme ça ?» demanda Michael à voix basse. « Si paisiblement. »« La plupart des nuits, » répondit Julia en ajustant la position de l'oreiller. « Sauf quand il y a des orages. Il a peur du tonnerre. » Un autre détail sur son fils que Michael n'aurait jamais su sans cette intervention élaborée. Combien d'autres y en avait-il? Première dent, premier mot, premier pas. Des étapes importantes qu'il avait irrémédiablement perdues. « Pourquoi me laissez-vous entrer dans sa vie maintenant ?» demanda-t-il lorsqu'ils quittèrent la chambre, laissant la porte entr'ouverte conformément aux instructions de Julia. Après l'avoir tenu éloigné de moi pendant 5 ans, Julia s'appuya contre le mur du couloir, le regardant avec cette intensité familière qui le mettait toujours mal à l'aise. « Parce que Léo commence à poser des questions auxquelles je ne peux plus répondre avec des histoires de pilotes sur des vols internationaux, » répondit-elle honnêtement. « Parce qu'il mérite de connaître toute son histoire, même si cela inclut un père qui a choisi de ne pas faire partie de sa vie. Et si je veux en faire partie maintenant? » Les mots s'échappèrent avant que Michael ait pu les réfléchir pleinement. « Cela dépendra entièrement de tes conditions, » répondit Julia, croisant les bras de manière défensive. « Léo n'est pas un projet de week-end ou une obligation sociale pour impressionner les investisseurs. C'est une personne à part entière, avec des besoins émotionnels, des attentes et un cœur qui peut facilement être brisé. »« Je ne ferai pas ça, » protesta Michael. « Tu l'as déjà fait, » répondit simplement Julia. « Avec moi, avec d'autres avant moi. J'imagine que c'est un schéma récurrent, Michael. Un schéma que ta mère a reconnu parce qu'elle vivait avec ton père. La question est, es-tu prêt à briser ce cycle pour de bon? Ou réagis-tu simplement de manière émotionnelle à une situation qui te semblera bientôt moins urgente lorsque tu seras de retour dans ton monde de gratte-ciel et de comptes bancaires offshore? » La franchise brutale de ces mots frappa Michael comme un seau d'eau froide, le réveillant à des vérités qu'il avait évité d'affronter toute sa vie d'adulte. « Je ne sais pas, » admit-il finalement. L'honnêteté était douloureuse mais nécessaire. Je veux croire que je le suis. Je veux être meilleur que mon père, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Le visage de Julia s'adoucit légèrement devant cette vulnérabilité inattendue. Personne ne naît en sachant comment être père, Michael. C'est une compétence que l'on apprend quotidiennement, par essai et erreur. La différence, c'est que certains choisissent d'apprendre, tandis que d'autres fuient dès les premiers signes de difficulté. Michael acquiesça, comprenant enfin l'ampleur du choix qui s'offrait à lui. Il ne s'agissait pas seulement de reconnaître légalement Léo ou de lui apporter un soutien financier. Il s'agissait de s'engager dans un parcours de développement personnel qui lui demanderait plus de courage que n'importe quelle négociation commerciale. Les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers la fenêtre de la chambre d'amis, réveillant Michael d'un sommeil étonnamment profond. Pendant un instant, il fut désorienté, habitué qu'il était au panorama de gratte-ciel qu'offrait son penthouse à Sao Paulo. Au lieu de cela, il ne voyait que le ciel bleu, les montagnes lointaines et les reflets dorés du lac à travers la fenêtre. Une semaine s'était écoulée depuis son arrivée imprévue à Casimiro Deo, une semaine qui lui avait semblé à la fois un instant et une éternité. La panne technique du jet avait finalement été résolue, et aujourd'hui était le jour du départ, ou celui où il fallait choisir de rester d'une manière ou d'une autre. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dans le jardin en contrebas, Léo jouait avec un petit planeur, courant et le lançant dans les airs, à plusieurs reprises, ajustant l'angle à chaque tentative, intuitivement, apprenant l'aérodynamique en jouant. Julia l'observait attentivement, souriant tout en buvant sa tasse de café du matin. Michael ressentit une vive douleur dans la poitrine, non pas une douleur physique, mais une douleur liée à la reconnaissance. La scène qui se déroulait en contrebas était un aperçu d'une vie qu'il n'avait jamais vécue, d'une possibilité qu'il avait rejetée sans jamais en comprendre la valeur. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Le signal miraculeusement rétabli la veille au soir avait apporté des dizaines d'emails, de messages et de notifications. Son empire le rappelait. Une notification en particulier attira son attention. Les actions de Dawson & Corper avaient chuté de 3%.
Après les rumeurs concernant un héritier non reconnu du PDG, la nouvelle avait déjà fuité, probablement grâce à un employé de l'aéroport qui avait reconnu le célèbre homme d'affaires embarquant avec le mannequin international et débarquant dans une petite ville avec un pilote et un enfant qui était son portrait craché. Un autre email, celui-ci provenant de son directeur financier, l'avertissait d'une réunion urgente du conseil d'administration nécessaire pour contrôler les dommages causés à l'image de l'entreprise. Michael faillit rire de l'ironie de la situation. Toute sa vie d'adulte avait été consacrée à se forger une réputation irréprochable, et maintenant, l'existence de son propre fils était considérée comme un dommage à contrôler. Il s'habilla lentement, chaque mouvement étant délibéré, comme s'il prenait une décision à chaque bouton qu'il boutonnait, chaque choix vestimentaire. Lorsqu'il descendit enfin pour prendre son petit déjeuner, il trouva la famille réunie dans le jardin. Il n'y avait pas seulement Julia et Léo, mais aussi Carlos, Catherine et, à sa grande surprise, Amanda, qui était toujours présente alors que sa mission était techniquement terminée. « Bonjour », dit-il en se sentant étrangement nerveux, comme s'il s'apprêtait à faire une présentation cruciale devant des investisseurs, au lieu de prendre un café avec des personnes qui étaient, à différents égards, sa famille. Michael Leo fit un signe de la main avec enthousiasme. « Regardez jusqu'où mon avion peut voler maintenant. » Le garçon lança le petit planeur, qui cette fois-ci dessina un arc gracieux dans les airs avant d'atterrir doucement sur l'herbe à plusieurs mètres de là. « Impressionnant », commenta Michael avec sincérité, assis à la table. « As-tu ajusté l'angle des ailes ?» Léo acquiesça avec enthousiasme. « Grand-père Carlos m'a montré comment faire. Tout est une question d'aérodynamique. Léo a une compréhension intuitive de la physique qui est vraiment remarquable pour son âge. » Commenta Julia en passant une tasse de café à Michael. Son professeur de sciences dit qu'il pose des questions que beaucoup d'adultes ne penseraient pas à poser. La fierté dans sa voix était évidente, tout comme l'implication silencieuse. « Tu as manqué tout ça. 5 ans de réalisation, de découverte, de première. J'imagine que tu es impatient de retourner à la civilisation, » commenta Carlos en le regardant par-dessus ses lunettes de lecture, le journal local ouvert devant lui. « Le jet est prêt depuis hier soir. » En fait, Michael commença, se surprenant lui-même par les mots qui suivirent. « Je pensais rester quelques jours de plus si cela ne vous dérange pas. » Le silence qui suivit était éloquent. Julia leva les yeux de sa tasse, visiblement surprise. Catherine sourit doucement, comme si elle avait prévu ce moment. Léo, inconscient des complexités des adultes, se contentait de se réjouir. « Oui, nous pouvons aller au musée de l'aviation dans le Massachusetts. Il y a un vrai Spitfire là-bas. Cela serait acceptable, » répondit Julia avec prudence, ses yeux étudiant Michael avec une nouvelle prudence. « J'ai quelques réunions virtuelles que je ne peux pas reporter, » expliqua Michael. « Mais elles peuvent se faire d'ici, et j'aimerais mieux connaître la routine de Léo. » Cet après-midi-là, pendant que Léo était à l'école, Michael eut enfin la conversation qu'il avait évitée avec sa mère. Assise au bord du lac, loin des oreilles des autres, Catherine confirma ce qu'Amanda avait laissé entendre. « Ton père avait un autre fils, de 3 ans, ton aîné, » révéla-t-elle calmement, avec une secrétaire d'entreprise avant notre rencontre. Quand elle est tombée enceinte, il l'a licenciée et a nié toute responsabilité. « Et comment l'as-tu découvert ?» demanda Michael, demanda-t-il, ressentant un étrange mélange de choc et de soulagement inexplicable, comme si un mystère dont il ignorait l'existence prenait enfin tout son sens. « Quand tu avais 12 ans, nous avons reçu un appel de l'hôpital. Un garçon de 15 ans avait besoin d'urgence d'une greffe de moelle osseuse. Il souffrait d'une maladie génétique rare qui apparaît également dans la famille de ton père. Les médecins avaient recherché des donneurs potentiellement compatibles. Et c'était mon frère, Rodrigo. » Catherine a donné le nom doucement. « C'était mon demi-frère. » « Oui, » elle l'a confirmé. « Ton père l'a nié jusqu'au bout, même lorsque les tests l'ont confirmé. Il a refusé d'aider. Il t'a interdit de passer des tests en tant que donneur potentiel. » Michael ferma les yeux pour essayer d'assimiler l'ampleur de cette révélation. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a trouvé un autre donneur moins compatible. Il a survécu, mais avec des complications. Il vit maintenant au Canada. Il est professeur d'ingénierie à l'université. Vous êtes-vous restés en contact? Discrètement. Votre père n'a jamais su. Rodrigo m'a contacté quand il avait 20 ans. Il voulait connaître son histoire. Il n'était pas en colère, juste curieux. C'est un homme extraordinaire, Michael. Il vous plairait.
Michael eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Toute sa vie, il avait cru être un enfant unique, élevé par un père émotionnellement distant, mais au moins physiquement présent. Il découvrait maintenant qu'il faisait partie d'un schéma, d'un cycle d'abandon qu'il était sur le point de répéter. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda-t-il, même s'il devinait déjà la réponse. « Parce que tu te trouves au même carrefour que ton père. À 2 reprises, il a choisi la voie qui impliquait le moins d'engagement émotionnel, d'abord avec Rodrigo, puis avec toi, à sa manière. La question est, quel choix vas-tu faire, Michael? Toi. Ce soir-là, après avoir aidé Léo à faire ses devoirs, une expérience étonnamment enrichissante, Michael trouva Julia seule sur la terrasse, en train de regarder les étoiles. Sans préambule, il dit « Je veux faire partie de sa vie. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si je serai doué pour ça, mais je veux un piège. » Julia continua à regarder le ciel pendant un long moment avant de répondre. « Ce n'est pas une décision simple, Michael. Il ne s'agit pas seulement de visites occasionnelles ou de cadeaux d'anniversaire coûteux. Il s'agit d'être constant, engagé, présent même lorsque cela n'est pas pratique. »« Je sais, » répondit-il en s'approchant pour regarder le même ciel qu'elle contemplait. « Je suis prêt à apprendre à changer ce qui est nécessaire. » Pourquoi? La question était simple, mais lourde de sens. Pourquoi maintenant, après 5 ans? Michael envisagea plusieurs réponses, certaines calculées pour l'impressionner, d'autres pour susciter sa sympathie. Mais finalement, il choisit la simple vérité brute. Parce que quand je regarde Léo, je vois la personne que j'aurais pu être si j'avais appris tôt que la connexion est plus importante que le contrôle. Et parce que je ne veux pas qu'il grandisse en pensant qu'il n'était pas assez important pour que je change. Quelque chose sur le visage de Julia s'adoucit de manière presque imperceptible. Ce ne sera facile pour aucun d'entre nous. Les choses qui comptent vraiment le sont rarement, répondit-elle, se surprenant elle-même par une sagesse qu'elle ne se savait pas posséder. Dans les jours qui suivirent, Michael entama le délicat processus d'intégration dans la vie de Léo sans perturber la stabilité que Julia avait si soigneusement construite. Il participa à une journée portes ouvertes à l'école où Léo le présenta fièrement comme un ami de la famille qui construisait d'immenses bâtiments. Il l'accompagna à l'entraînement de natation, découvrant que le garçon avait hérité non seulement de son aptitude pour les chiffres, mais aussi de son esprit de compétition. Chaque nouveau détail sur son fils était un trésor. De la façon dont il plissait le nez lorsqu'il était concentré à son aversion inexplicable pour les petits pois, en passant par la façon dont il fredonnait doucement pendant qu'il dessinait. Lors d'une conférence vidéo avec son équipe de direction, Michael surprit tout le monde en annonçant un congé partiel de 3 mois. Il délégua ses responsabilités, réorganisa les projets et, pour la première fois de sa carrière, donna la priorité à autre chose qu'au travail. « Le conseil d'administration n'est pas content », commenta-t-il à Amanda lors d'un des rares moments où ils se retrouvèrent seuls. « Ils pensent que je traverse une sorte de crise de la quarantaine. » « Et c'est le cas ?» demanda-t-elle. Son rôle d'enquêteuse ne semblait jamais complètement abandonné. « Je traverse une crise d'identité », corrigea-t-il avec un sourire ironique. « Je découvre que l'homme que je pensais être toute ma vie d'adulte n'est qu'une fraction de l'homme que je peux être. » Le matin du 15e jour à Casimiro de Abreu, alors qu'ils prenaient leur café sur la terrasse désormais familière, Léo posa la question que tout le monde savait inévitable. « Tu es mon père, n'est-ce pas? » Le silence qui suivit fut absolu. Julia se figea, sa tasse à mi-chemin de ses lèvres. Catherine et Carlos échangèrent des regards inquiets. Amanda se leva discrètement et s'éloigna, leur laissant leur intimité. Michael sentit son cœur s'emballer, mais il garda les yeux fixés sur les garçons. Des yeux si similaires aux siens qui le regardaient avec un mélange de curiosité et de sagesse dépassant son âge. « Oui, » répondit-il simplement. « Je suis ton père ?» Léo acquiesça comme pour confirmer quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Pourquoi tu ne vivais pas avec nous ?» La question, si directe et impossible à éluder, exigeait une honnêteté égale. Michael regarda brièvement Julia, qui acquiesça légèrement, lui donnant la permission de naviguer dans ces eaux délicates. « Parce que j'ai commis une erreur, » répondit-il, choisissant soigneusement ses mots. « Une grosse erreur. Quand ta mère et moi nous sommes rencontrés, je ne savais pas comment être la personne qu'elle et toi méritiez. Alors, au lieu d'apprendre, je me suis enfui. Comme un lâche,
demanda Léo, l'innocence de l'enfance lui permettant une francité qu'aucun adulte n'oserait. Michael sentit l'impact de ce mot, mais il ne détourna pas le regard. Oui, comme un lâche, mais j'essaie d'être plus courageux maintenant. Léo réfléchit un instant, son petit front plissé par la concentration. Grand-père Carlos dit qu'être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie faire ce qu'il faut, même quand on a peur. Ton grand-père est un homme sage, répondit Michael, ressentant une gratitude inattendue pour le vieil homme qui avait aidé à élever son fils en son absence. Tu vas vivre avec nous maintenant? La question suivante fit retenir leur souffle à tous les adultes. Non, mon chéri, intervint Julia doucement. Mais ton père veut faire partie de ta vie d'une manière différente. Comment? Insista Léo, regardant tour à tour les deux personnes. Michael prit une profonde inspiration avant de répondre. Je veux apprendre à te connaître, Léo. Découvrir tes avions, tes amis, tes histoires préférées. Je veux être là pour tes matchs et tes exposés scolaires. Je ne peux pas changer le passé, mais nous pouvons construire un avenir ensemble si tu le souhaites. Léo réfléchit à la proposition avec un sérieux surprenant pour quelqu'un d'aussi jeune. Finalement, il tendit sa petite main vers Michael. Marché conclu, mais tu dois promettre de ne plus jamais être lâche. Michael prit la petite main tendue, conscient du poids énorme de la promesse qu'il s'apprêtait à faire. Je promets d'essayer chaque jour, répondit-il, sachant que c'était la seule promesse honnête qu'il pouvait faire. 3 mois plus tard, Michael regardait depuis le siège du copilote, tandis que Julia pilotait le petit Cessna au-dessus des Green Mountains. À l'arrière, Léo montrait avec enthousiasme les formations nuageuses et les détails du paysage en dessous, sa voix animée amplifiée par le casque. Beaucoup de choses avaient changé depuis ce premier vol interrompu. Michael avait tenu parole, réorganisant sa vie pour inclure des visites régulières à Casimiro Deo. Il loua une maison en ville pour les week-ends, apprit à cuisiner les plats préférés de Léo Mal et commença même à prendre des cours de pilotage, non pas pour rivaliser avec Julia, mais pour mieux comprendre le monde qui fascinait tant son fils. Les sociétés Dawson avaient survécu au scandale initial, et après une conférence de presse où Michael avait publiquement reconnu la paternité de Léo, les actions s'étaient instabilisées. Certains investisseurs conservateurs avaient quitté le navire. D'autres ont étonnamment vu cette transparence comme un signe positif de maturité de l'entreprise. « Regarde, papa !» La voix de Léo dans le casque provoquait encore une vague d'émotion chez Michael chaque fois qu'il l'appelait ainsi, un titre qu'il apprenait lentement à mériter. « C'est notre lac là-bas. »« Je vois, » répondit-il en souriant à l'enthousiasme de son fils. « Il est encore plus beau vu d'en haut. Tout semble différent quand on change de perspective, » commenta Julia en ajustant doucement les commandes. « Prêt à prendre le relais pendant 1 minute? » La offre surprit Michael. « Tu es sûr? » « Nous sommes à altitude de croisière. Le ciel est dégagé, les conditions sont parfaites, » répondit-elle. Ce léger sourire qu'il commençait à reconnaître à nouveau, courbant ses lèvres. « D'ailleurs, j'ai de bons réflexes si tu commences à nous diriger vers une montagne. » Avec précaution, Michael posa ses mains sur les commandes, sentant la subtile vibration de l'avion, la responsabilité littérale de 3 vies entre ses mains. C'était à la fois terrifiant et exaltant. « Tu pilotes, papa? » s'exclama Léo, la fierté évidente dans sa voix. « Oui, » confirma Michael, se concentrant intensément pour maintenir l'avion à l'horizontale. « Je pilote. » Mais d'une certaine manière, ces mots simples avaient une signification beaucoup plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de piloter un avion, mais aussi de prendre enfin le contrôle de sa propre vie, de ses choix, de ses responsabilités. Le ciel ouvert devant lui, infini dans ses possibilités, semblait être le cadre idéal pour ce moment de clarté. Michael Dawson, qui avait passé sa vie à construire des structures qui touchaient le ciel, apprenait enfin à voler. Non pas seul, comme il avait toujours cru que c'était plus efficace, mais accompagné, guidé, soutenu par des personnes qui, de différentes manières, formaient la famille dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin. « Où allons-nous maintenant? » demanda Léo, la voix pleine d'espoir. Michael échangea un regard avec Julia avant de répondre, trouvant dans ses yeux non pas l'amour qu'ils avaient autrefois partagé, mais quelque chose d'aussi précieux. Le respect, la compréhension mutuelle et la promesse silencieuse d'un avenir où ils feraient passer les besoins de leur fils avant tout le reste. « Où tu veux, » répondit Michael, signifiant bien plus que la simple destination du vol.